Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avez-vous perdu du poids pendant le confinement ou en avez-vous pris? Telle est la question de ce débat qui est un débat très sérieux puisque nous sommes dans les rencontres post-Covid avec Sud-Ouest et TV7 tout au long de cette journée. On va, pour répondre à cette question, profiter de la qualité de nos experts et de nos invités. Je vais saluer tout de suite sur le plateau, il est avec nous, le dirigeant et le créateur de l'enseigne du marché de Léopold. Bonjour Benjamin Kiras, merci d'être ici sur le plateau de TV7. On va rejoindre avec la visio Mélanie Deschazos qui devrait apparaître. C'est Madame Cartron. Alors bonjour Madame Cartron, je rappelle, vous êtes sénatrice de la Gironde. Alors Mélanie Deschazos, voilà, Mélanie Deschazos, vous êtes chercheuse, vous travaillez pour l'INSERM, vous avez fait une étude, on va en parler longuement, une très grosse étude avec beaucoup d'intervenants sur justement les habitudes alimentaires des Français pendant cette période très particulière du confinement et de l'après-confinement. Je vous salue et je reviens vers vous, le temps de saluer la sénatrice de la Gironde. Voilà, bonjour. Cette fois. Françoise Cartron, bonjour Madame Cartron. Vous êtes co-responsable d'un rapport qui s'appelle « Vers une alimentation durable ». On est en plein dans le sujet d'aujourd'hui. On va vous retrouver dans quelques secondes, puisque la première question est pour Mélanie Deschazos qu'on va retrouver. Vous avez, dans cette étude, pu faire remonter de nombreuses statistiques. On va les commenter pour avoir une base à cette rencontre. 35% des personnes consultées disent avoir pris du poids pendant le confinement. Quelles sont les principales raisons de cette prise de poids ? Ce qu'on a pu observer, du coup, c'est qu'effectivement, on a eu une prise de poids pour 35% des personnes. Et ce qu'on a observé également, c'était une diminution de l'activité physique et, en parallèle, pour certaines personnes, une augmentation de l'apport énergétique. Donc, en général, qui dit augmentation de l'apport énergétique et baisse d'activité physique, dit prise de poids par la suite. Donc, ça peut être une des raisons principales de cette prise de poids pendant le confinement. Pour qu'on comprenne bien le travail énorme, j'ai envie de dire, que vous avez fait, rappelez-nous le nombre de personnes que vous avez pu consulter. Donc, on a consulté 37 000 personnes de la cohorte Nutrinet Santé qui ont répondu à des questionnaires au cours du confinement, donc spécifiques à leur comportement nutritionnel, leur alimentation, leur activité physique. Et on a pu avoir donc des informations détaillées sur différents aspects de leur comportement en période de confinement. Question très pratique, vous avez cité très vite Nutrinet Santé. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est, le nombre de personnes que ça représente ? C'est presque 200 000 personnes, je crois. Alors oui, Nutrinet Santé, c'est une cohorte, donc c'est un grand nombre d'individus qui sont inscrits et suivis au cours du temps et qui complètent des questionnaires régulièrement sur leur mode de vie, leur alimentation, leur activité physique. Donc à l'heure actuelle, on a un peu plus de 170 000 inscrits qui contribuent régulièrement à fournir des informations qui nous servent, nous, pour nos études de recherche sur le lien entre nutrition et santé. Alors, on a parlé d'un profil dans l'interview que vous avez réservée à Sud-Ouest dans l'édition de samedi. Vous parliez de 3 profils pour les Français pendant ce confinement. Est-ce qu'on peut rapidement avoir les 2 autres chiffres ? Alors, en termes de profil, on avait un profil du coup de modification plutôt défavorable à la santé qui concernait environ 37% des personnes, donc avec prise de poids, diminution d'activité physique, augmentation de la sédentarité, donc le temps passé assis, de consommation de sucreries, de gâteaux, de compensation de stress par l'alimentation, ce genre de comportement. En parallèle, on avait donc un comportement plutôt d'évolution favorable avec plutôt une perte de poids dans ce cas-là, une augmentation de l'activité physique, une augmentation de la consommation de fruits et légumes. Pardon. Quel pourcentage, sur cette deuxième famille ? C'était environ 20%. Ouais. Et ensuite, un dernier profil finalement de relative stabilité d'environ 43%. Ok, on va revenir vers vous rapidement. Un petit commentaire avec un spécialiste justement aussi de l'alimentation, je le rappelle. Votre enseigne est spécialisée dans le bio. Vous avez aujourd'hui 19 magasins. C'est une aventure qui se passe plutôt bien. Elle a démarré ici en Gironde. Elle se poursuit sur l'ensemble ou presque du territoire national. Il y a 3 projets ou 2 projets d'ouverture. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces statistiques ? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que le confinement a été, entre guillemets, très favorable à la vente des produits bio ? Oui, à la vente de produits bio, oui, en effet. Mais avant tout, je pense à la vente de produits bruts. C'est ce qu'on a constaté, nous, dans les magasins, en fait. Au final, je pense que les gens ont beaucoup cuisiné. Au final, ils avaient le temps. Nous, ce qu'on a pu constater en attitude, les habitudes de consommation ont complètement changé au début du confinement.
Là, on est sur un retour à la normale, mais je pense que pendant tout ce temps-là, les gens se sont retrouvés en famille, tout simplement. Ils ont beaucoup cuisiné. On a vendu énormément de farine, énormément d'œufs, énormément de fruits et légumes. Est-ce qu'on peut donner des statistiques? J'ai lu par votre activité de 25 à 30% de progression. C'est du chiffre d'affaires? Oui, à peu près, ouais. On est à peu près dans ces eaux-là. On a vu moins de monde dans les magasins, paradoxalement, mais par contre, les gens avaient un panier moyen beaucoup plus important pendant toute cette période-là. Et revenaient moins souvent, mais faisaient des courses pour toute la famille. Donc le repas en plus à domicile, forcément, il s'est répercuté, nous, sur notre activité. Donc moins de monde, plus de panier moyen, avec une croissance de chiffre d'affaires, mais surtout une structure des ventes qui était un peu différente par rapport à avant la crise. Voilà ce qu'on a pu constater. Alors là, on vient de parler avec Mélanie Deschazos de gens qui faisaient l'effort. 20% de gens donc, ont fait un peu mieux qu'avant. Est-ce que vous avez l'impression, vous, d'avoir vu arriver des nouveaux clients? Oui, oui. Oui, on a vu des nouveaux clients, des gens qui nous ont découverts, des gens qui n'osaient pas aussi rentrer avant dans les magasins spécialisés, pour tout un tas de raisons. Est-ce Mais que le prix fait pas peur quand si, on parle bien de sûr, bio? bien sûr, bien sûr. Évidemment, les gens pensent qu'en magasin spé, on est beaucoup plus cher qu'en conventionnel. Ça se discute. Ça dépend de ce que vous achetez, ça dépend de ce que vous cuisinez, si vous cuisinez pas. Tout dépend en fait du mode d'alimentation que vous avez. Avec un mode d'alimentation où vous prenez le temps de cuisiner, où vous achetez des produits bruts, certains se sont rendus compte que ça coûtait pas plus cher de consommer bio et de saison. Ça, c'est évident. Maintenant, je pense pas que ce soit une révolution non plus. C'est peut-être simplement la confirmation d'un phénomène structurel. Et ça a peut-être accéléré peut-être un tout petit peu les choses, mais malgré tout, on a vu le retour à la normale aussi se faire après le confinement. Alors justement, on va se retourner vers Mélanie Deschazos par rapport à ça. Mélanie Deschazos, est-ce qu'on a quand même une petite révolution par rapport à ça, ou est-ce que vous pensez que c'est déjà retombé? Et comment vous expliquez qu'on n'est que 20% de la population? Est-ce que c'est le problème justement dont on vient de parler avec le bio? Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre en avant un gap social, un fossé social entre ceux qui ont pu bien se nourrir et ceux qui n'avaient pas les moyens? Alors, clairement, nous, ce qu'on a vu, c'est que le profil de personnes qui a plutôt eu tendance à faire des modifications plutôt favorables, c'était associé à des catégories, donc voilà, des niveaux d'éducation et de revenus qui étaient globalement plus élevés. En termes d'activité professionnelle, c'était plutôt des personnes soit qui étaient en chômage partiel technique ou en télétravail, donc plutôt des personnes qui étaient à la maison et plutôt sans enfants. Donc clairement, c'est aussi un profil, voilà, il faut avoir les opportunités, autant en termes de temps que de revenus et les moyens de faire ce type d'évolution. Après, ça ne veut pas dire que ces évolutions sont réservées à ces catégories de population. Nous, tout l'objectif, c'est de comprendre justement ce qui peut permettre de maintenir ces évolutions sur le long terme pour les personnes et de les étendre globalement à la population. Alors justement, notre thématique aujourd'hui avec Sud-Ouest et TV7 toute la journée, c'est l'après-Covid, puisqu'on se dit qu'il faut regarder déjà plus loin. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon et qu'est-ce que vous pensez qu'on peut conseiller? Ce qu'on peut conseiller, c'est globalement déjà effectivement, tous les comportements. On a vu, nous, donc, dans notre étude, 40% des personnes qui ont déclaré avoir passé plus de temps à cuisiner des plats maison. Donc ça, c'est un comportement qui est plutôt favorable, Ça même confirme si ce que disait pour Benjamin certains, Kiras. ça peut être de cuisiner des gâteaux, hein. Donc ça rejoint un peu ce que disait votre intervenant. Oui, et donc après, comment on peut faire pour améliorer ça? Il y a plein de mesures qui sont possibles. Clairement, des aspects de temps, encourager les gens à cuisiner, leur proposer finalement des solutions techniques simples pour leur montrer que cuisiner au quotidien à partir de produits bruts, ça peut ne pas être si long et si compliqué. Voilà, c'est proposer des solutions finalement pour faciliter ce type de comportement et éloigner peut-être les personnes d'aliments trop ultra transformés, trop riches en gras, en sucre, en sel, etc. Alors Françoise Cartron, je le rappelle, sénatrice de la Gironde, parcours politique, on va dire parti du PS, aujourd'hui En Marche. C'est pour donner le ton de votre travail en tant que sénatrice. Qu'est-ce qui fait qu'une sénatrice, et vous avez mis à deux avec Jean-Luc Fichet, fait un rapport et propose un rapport au Sénat vers une alimentation durable? Est-ce que quand vous entendez justement cette chercheuse de l'INSERM se donner des chiffres, est-ce que ça vous valorise encore plus le travail que vous avez fait, que vous allez nous présenter? Ah, mais bien évidemment, parce que ce travail qu'on a lancé avec Jean-Luc Fichet
qui est d'ailleurs un sénateur socialiste, c'est pour vous dire le parcours. Nous l'avons lancé il y a plus de 6 mois, c'était au mois de novembre dernier, et il n'y avait pas le Covid, mais dans la mission dans laquelle nous siégeons, qui s'appelle la prospective, nous avions identifié que l'alimentation était un sujet sur lequel il fallait se pencher, tant en matière de lien entre l'alimentation et la santé, de lien entre l'alimentation et ce qui a été dit le social, et de lien entre l'alimentation et sa place sur le territoire. Et puis, le Covid nous a rattrapés, entre guillemets, et un certain nombre de préconisations que nous avions comme cela pressenti se sont trouvées confirmées, et comme vous le dites, tout ce que l'on entend aujourd'hui avec les nombreuses personnes qui se penchent sur ce sujet conforte les préconisations, d'abord les constats que nous avons dans ce rapport et les préconisations que nous faisons pour une alimentation saine, durable et de proximité. Alors, madame, je vous interromps 2 secondes par rapport à ça, parce qu'on avait dans un débat tout à l'heure le professeur Malvy qui disait que les victimes du Covid, et je parle malheureusement des victimes qui sont décédées, pas simplement les gens malades du Covid, souvent avaient déjà des problèmes physiques et des problèmes avec certaines maladies. On a parlé justement du surpoids, et il a bien mis en évidence aussi qu'on n'était pas égaux par rapport à la maladie, qu'on était aussi inégaux que socialement parlant. Il se trouve que dans le rapport, vous proposez de définir un plan qui serait un plan d'aide financière directe ou indirecte pour réduire les prix. Ça fait, entre guillemets, rêver, mais comment c'est possible ? Alors, dans ce rapport, nous avons fait le même constat, que bien évidemment, les personnes qui mangent, entre guillemets, le moins sain et le plus de produits transformés sont les personnes qui ont des revenus les plus faibles, et c'est dans ces personnes-là, dans ces catégories-là, que l'on a trouvé le plus de cas de surpoids qui, comme vous le dites, ont été un facteur aggravant dans la maladie du Covid. Donc, pourquoi ces personnes-là achètent ces produits transformés et avec remplis d'additifs, de graisse, de sucre, parce qu'ils sont moins chers. Donc, nous avons pensé et que les produits bio, comme le disait votre intervenant précédent, ils sont plus chers. Et donc, ces catégories-là de population ne se tournent pas vers ces produits. Donc, nous souhaitons agir sur 2 leviers. Un, comme il y a eu la taxe soda qui a taxé toutes les boissons qui étaient sursaturées en sucre, nous pensons qu'il faudrait taxer ces produits ultra transformés, remplis d'additifs, de sel, de graisse en quantité surabondante, et que cette taxe n'aille pas dans un puits sans fond, mais serve à alimenter, sur le modèle un peu du chèque énergie, un chèque alimentation saine qui pourrait être donc attribué à toutes ces familles qui ne vont pas vers les produits frais et des produits je dirais bio ou moins transformés, et qui pourraient donc, par ce coup de pouce financier, pourraient changer leurs habitudes alimentaires. En parallèle, il faut bien sûr mener un gros travail d'éducation et d'explication pour comprendre ce en quoi l'alimentation est éminemment liée à la santé, puisqu'on le sait, les chiffres nous le montrent. Si on baissait de 25% déjà le taux de sel qu'il y a dans certains produits, on limiterait de la même manière l'impact des maladies cardiovasculaires. Françoise Cartron, je vais vous interrompre, on va faire réagir nos 2 autres invités, je reviens vers vous. Avant de venir vers Benjamin Quiras qui réagissait au prix, Mélanie Deschazos, quand on entend la sénatrice nous parler justement de cette volonté d'aider les gens à faire autrement, est-ce que vous nous confirmez que dans ceux qui ont pris du poids, c'est qu'ils s'étaient globalement tournés vers des aliments pré-préparés ? Non, pas forcément, parce que du coup, les aliments donc ultra transformés sont associés à de la prise de poids, mais on peut très bien prendre du poids aussi avec des gâteaux faits maison. Donc, c'est le fait maison, en fait, il faut pas systématiquement opposer l'industriel et le fait maison, puisque avec des choses fait maison, on peut aussi avoir des choses de mauvaise qualité nutritionnelle. Ce qu'il faut, c'est le comportement de cuisiner à la maison est plutôt favorable, et il faut encourager du coup la consommation en parallèle de produits qui sont
plus riche en fruits et légumes, en fibres et moins en sucre, en sel, etc. Et donc oui, je suis assez d'accord assez favorable à ce que dit la sénatrice Cartron. Que du coup, ça nécessite des coups de pouce pour certaines populations, donc via justement des chèques ou de ce genre de choses. Mais ça peut aussi passer par finalement réglementer au niveau des produits industriels qui sont proposés, puisque si on améliore la qualité nutritionnelle des produits qui sont proposés en rayon, l'amélioration pour les personnes est relativement indolore, puisque elles vont choisir les mêmes produits, mais ces produits auront été améliorés. Est-ce que dans vos statistiques, vous pouvez descendre jusqu'à voir le ticket, entre guillemets, de ce que les gens ont dépensé et où ils ont acheté? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez savoir si dans ceux qui ont pris du poids, ils sont quand même plutôt tournés vers le plat préparé traditionnel, pizza, lasagne, etc., surgelé, ou si vous ne pouvez pas avoir cette visibilité? On n'a pas le ticket. Après, ce qu'on a, c'est qu'on fait des enquêtes alimentaires. Donc, on a sur 24 heures, enfin 3 fois 24 heures, l'intégralité de ce que les gens ont mangé dans la journée, avec un détail jusqu'au niveau des marques, si ce sont des produits transformés, enfin industriels ou non. Et donc, du coup, on peut avoir ce niveau de détail. Dans nos résultats, en tout cas pour les personnes qui ont pris du poids, il y avait pas ça ressortait pas de manière très marquée, la consommation ou pas de produits industriels. D'accord. Alors, ce qui a été marqué tout à l'heure, et on l'a bien vu, vous l'avez réagi, Benjamin Quiras, c'est quand la sénatrice nous a dit que c'était peut-être, en tout cas elle l'affirmait, plus cher de manger en achetant du produit bio. Vous n'aviez pas l'air tout à fait d'accord. Qu'est-ce qui fait que vous avez un débat au-delà du fait que vous représentez une enseigne qui vend des produits bio? Non, mais disons que c'est en partie vrai, mais c'est pas. Au niveau du prix, c'est très compliqué le prix, parce que c'est pas le prix d'un produit qu'il faut voir en fait, c'est la part de l'alimentation dans le ménage des Français. C'est ça qui est intéressant de voir. Et comme vous l'avez dit dans un second temps, Madame la sénatrice, vous avez parlé d'éducation, parce qu'on pourra toujours taxer tel ou tel produit. Pourquoi pas? Je suis pas suffisamment expert en la matière pour savoir quel serait l'impact de tout ça. Mais de toute manière, vous pouvez toujours taxer les produits les moins performants d'un point de vue nutritionnel. Si c'est pas suivi d'éducation à proprement parler, ça ne servira à rien. Un croque-monsieur, si vous le taxez parce qu'il est déjà fait, si on fait le même à la maison avec plus de béchamel, c'est pas meilleur. Donc l'éducation, c'est prioritaire en fait, l'éducation. Il y a ça, donc ça vous en avez parlé, et parce que, par exemple, nous on milite pour des cours de cuisine à l'école. Je trouve que c'est une mesure simple, basique, qui coûterait pas très cher, de donner des cours de cuisine à l'école. On donne des cours à nos enfants de tout un tas de choses, et ils sortent de l'école sans savoir finalement quoi manger, comment le préparer. Ça, je trouve ça un peu dommage. Ça, c'était le premier point, pardon. Et le deuxième point, c'est la lutte contre le gaspillage. Parce que quand on parle du prix, et qu'on sait qu'il y a à peu près 40% des produits qui sont gaspillés dans les ménages, vous économisez 40% du prix en luttant contre le gaspillage. Donc, il y a aussi des leviers d'éducation qui coûtent pas peut-être moins cher qu'une taxe. Mais, encore une fois, la taxe peut aussi servir à orienter l'achat des consommateurs. Alors, c'est le but de cette rencontre Sud-Ouest TVZ. Françoise Cartron, vous voilà interpellée. Qu'est-ce que vous répondez sur cette question d'éducation? Alors, d'éducation double, d'éducation à savoir cuisiner, et puis d'éducation à moins gaspiller. Qu'est-ce que vous en faites dans les 20 propositions du rapport? Ah ben, elle est présente. Parce que expliquez-nous. Voilà. Voilà, elle est tout à fait présente parce que comme vous le disiez, on pourra mettre toutes les aides que l'on veut. S'il n'y a pas cet accompagnement pour que les gens s'approprient cette nouvelle façon de consommer, de se nourrir, eh ben, on passera à côté de l'objectif. Alors, il y a plusieurs leviers. Il y a un gros travail à faire par rapport à ce qui est offert aux enfants dans les cantines scolaires, et les apprendre à découvrir de nouveaux goûts, à manger de nouveaux produits. Ça, c'est tout à fait essentiel. Il y a une expérience qui m'a été livrée dans les auditions par certaines banques alimentaires, où là, on a des personnes en grande précarité et qui ont perdu ce savoir-faire de cuisiner. Donc, certaines banques alimentaires, parallèlement à l'offre de produits, mettent en place des ateliers pour inciter les personnes et les aider à travailler des produits vers lesquels ils n'iraient pas,
On a beaucoup parlé de la place des légumineuses qu'il faut remettre dans notre alimentation. Elles ont une connotation qui était une connotation désuète, moins de lentilles, moins de tous ces produits-là. Et donc, il faut les apprendre à les cuisiner. C'est pour ça qu'on a aussi auditionné un chef étoilé qui, lui, se lance dans des préparations comme cela, élaborées de ces produits de base et qui leur redonne un peu de noblesse. Donc, je pense que ça aussi, c'est à agir. Et puis, le gaspillage, c'est évident, parce que ce qui est dit, c'est vrai, c'est que le produit bio est identifié comme plus cher à la base, mais si on gaspille moins, si on en consomme moins et qu'on consomme mieux, au bout du bout, le budget ne sera pas impacté. Mais tout ça, c'est affaire d'éducation, de sensibilisation, d'accompagnement partout. Et je compte beaucoup, là, on l'a dit, sur les collectivités locales qui ont un rôle important. Elles ont mis en place des banques alimentaires, elles gèrent les cantines scolaires. Et je crois qu'elles peuvent mettre en place ce qui émerge et qu'on a vu qui était trop demandé, c'est les projets alimentaires de territoire. Sur un territoire du taille d'une intercommunalité, monter un projet alimentaire de territoire, ça peut permettre à des jeunes de se réapproprier des terres pour venir faire de l'agriculture de proximité, et ça permet aussi de faire ce travail d'accompagnement, de sensibilisation des populations qui vivent sur ces territoires-là. Benjamin Quiras, sur cette question qui est d'encourager ou d'aider des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, agriculteurs demain, à faire du bio et installer des producteurs locaux, c'est une nécessité aujourd'hui? Vous avez encore besoin d'aller chercher de la ressource ou est-ce que c'est bon, vous avez le marché qu'il vous faut en face de vos attentes? Non, mais je pense qu'on sera jamais satisfait de la qualité des exploitations aujourd'hui, me concernant, puisque tant qu'on sera pas sans. Les qualités et quantités. Ouais. Alors, la quantité, c'est aussi un sujet qui est important, qui est lié à ce qu'on vient de se dire, parce que quand on entend que certains constats vite faits qui disent qu'on peut pas nourrir toute la planète avec du bio. C'est un non-sujet à mon avis, parce que aujourd'hui, le bio, ça représente 5 à 6% de la consommation. Le bio, c'est dynamique, il y a de la recherche dans le bio, la productivité, c'est pas un mauvais mot, c'est pas un gros mot non plus dans le bio. Il y a beaucoup de choses à faire avancer, déjà avant d'atteindre 100%. Donc aujourd'hui, on en est très loin. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et je pense que dans certains territoires notamment, on n'a pas encore activé véritablement les choses. Il y a certains territoires un petit peu plus avancés, il y a certaines activités aussi qui sont plus avancées que d'autres. Il y a une prise de conscience quand même qui se fait au niveau du terrain. Maintenant, le chemin est encore très très long. Et concrètement, vous aujourd'hui, vous directement, ou vos acheteurs, c'est peut-être un vilain mot, parce que c'est plutôt un mot de grande distribution, le mot acheteur, mais en tout cas, ceux qui achètent pour vos magasins, est-ce qu'ils ont aujourd'hui des problèmes de fourniture, est-ce qu'il y en a eu pendant le Covid, ou est-ce que vous trouvez les produits qu'il vous faut ? Alors, pendant le Covid, pendant la crise, comme tout le monde, on a eu affaire à quelques problèmes d'approvisionnement, mais finalement, si on regarde bien, par rapport au modèle de la grande distribution, notre modèle à nous a plutôt bien résisté, j'ai trouvé, pendant la crise. Et même, je vais vous dire, dans nos magasins, étonnamment, on a plusieurs, on pourrait être très concret, on a plusieurs références de farine à proposer. Celle que vous trouviez tout le temps, c'était celle du minotier local. Voilà, parce que... Pas tout le temps, peut-être pas. Peut-être pas tout le temps à toute heure de la journée. Peut-être pas tout le temps à toute heure de la journée, tout au long de la semaine. Mais malgré tout, celle qui avait le plus de disponible, c'était celle-là. Et les œufs est un exemple aussi typique. Je pense que tout le monde à peu près pendant le Covid a dû vivre le moment où vous êtes rentré dans un établissement et où il n'y avait plus d'œufs à vendre. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce qui nous a permis de peut-être mieux résister que d'autres pendant cette crise-là, en termes d'approvisionnement? C'est l'aspect direct avec nos producteurs. Je dis pas qu'on est là où on veut être, parce qu'il y a encore énormément de travail. Selon les territoires, c'est plus ou moins simple, mais en tout cas, cette dynamique-là, et nous, on a toujours été comme ça, c'est dans notre culture et notre ADN,
bien entendu que ça nous a encore plus renforcé dans cette volonté-là d'aller en direct et d'avoir, si vous voulez, un approvisionnement qui soit avec le minimum d'intermédiaires possible entre le consommateur et le producteur. Voilà. Alors, moins d'intermédiaires possible, ça veut dire aussi peut-être une concurrence nouvelle par rapport à ce qu'on a connu, puisqu'on a vu exploser les plateformes pendant le Covid. On va voir aussi si elles continuent, et j'aurai une question pour la sénatrice d'ailleurs, ce sujet. On a une internaute qui nous pose la question, je commence par vous, Benjamin Quiras, c'est Lydia Martin, je crois qu'elle est de Charente-Maritime. Elle dit: comment pouvez-vous encore favoriser la consommation locale des produits locaux et les circuits courts? En gros, comment on peut encore dropper tout ça? Est-ce que vous y travaillez, par exemple? Ouais. Bah, nous, c'est notre cheval de bataille depuis 12 ans. Donc, comment on le développe alors? Comment on le développe? On le développe déjà. Moi, je pense que le magasin physique, c'est ce qui a le plus d'avenir devant nous. Pourquoi? Parce que ça doit devenir une plateforme, en fait. Le magasin physique, c'est ce qui va permettre aux producteurs de valoriser au mieux leur production. Maintenant, nous, on est sur des petits volumes, donc je parle du marché que je maîtrise. Le modèle de la grande distribution n'est pas du tout basé sur cette philosophie-là. Donc, nous, comment on arrive à maximiser les producteurs locaux? C'est simplement en faisant des partenariats forts et durables avec eux, tout simplement. Quand ils savent que nous, on va leur acheter leurs œufs toutes les semaines, à ce prix-là, tout au long de l'année, et qu'on les suivra de toute manière, et qu'on n'ira pas au moins offrant. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à aller loin. Aujourd'hui, si je veux acheter des œufs moins chers, toutes les semaines, je passe des coups de téléphone partout et je vais gratter un centime. Mais c'est pas comme notre philosophie à nous. Le prix, il est calé, c'est vu avec le producteur tout au long de l'année, il bougera pas. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à peut-être être plus performant sur cet aspect producteur local. Voilà. On revient vers vous, Benjamin Quiras. Mélanie Deschazeaux, est-ce que dans vos études, vous voyez cette attente grandissante ou pas d'ailleurs des consommateurs et acheteurs? Est-ce qu'ils sont vraiment en attente du développement du circuit court? Alors, nous, ce qu'on a pu voir pendant la période de confinement, c'est que finalement, donc en termes de lieux d'approvisionnement, on a eu une baisse des marchés, évidemment, puisque la plupart des marchés en France avaient été fermés. Mais par contre, on a eu, par exemple, des légères augmentations pour ce qui va être le recours au panier producteur et une relative stabilité pour les magasins bio. Donc ça a l'air, et effectivement aussi plutôt le recours aux épiceries ou ce type de commerce finalement de proximité, puis lié notamment aux limitations de déplacement évidemment, mais ça a peut-être permis à certaines personnes de découvrir finalement certains magasins de proximité qui étaient laissés de côté auparavant pour aller peut-être plus loin dans d'autres magasins. Et donc peut-être que cette découverte de magasins de proximité de qualité, après on ne sait pas si ce sont des magasins qui vendent des produits locaux, hein. Mais en tout cas, ça permet peut-être ça a peut-être permis à certaines personnes de redécouvrir qu'il était possible d'avoir des magasins à proximité et de s'alimenter en fait à travers ces circuits. Ensuite, pour ce qui est de la tendance vers des produits peut-être plutôt plus bio ou des produits plus locaux, je pense que oui, globalement, nous on voit dans les différentes études qu'on a pu faire cette tendance à aller vers des alimentations plus végétales, plus durables, plutôt bio, plutôt locales, etc. Et pour revenir sur ce que disait Benjamin Quiras, où il a vu donc un pic et que c'est en train de redescendre, est-ce que vous allez pouvoir, avec vos études, nous indiquer si les gens ont tenu compte de cette période du Covid et si on va voir une frange importante ou pas de consommateurs rester fidèles à leur nouvelle façon de consommer? Ou est-ce que c'est trop tôt pour le vérifier? Alors, on n'a pas encore les données, mais c'est évidemment quelque chose qu'on va monitorer et qu'on va surveiller sur le long terme, à savoir est-ce que ce qu'on a observé pendant le confinement, ça se maintient à la suite. On le saura à peu près quand? Il faut quel délai pour savoir mesurer ce genre d'évolution? Du coup, il faut pouvoir faire passer les questionnaires qui sont appropriés pour mesurer ce genre de choses. Donc là, il y a des questionnaires qui sont prévus cet été ou à la rentrée. Donc il faut savoir. Enfin, je ne sais plus si ces éléments sont inclus dedans, mais voilà, dès qu'on pose la question avec le questionnaire adapté. Et avant la fin de l'année, on pourra le mesurer. Françoise Cartron, j'ai posé la question à Benjamin Quiras tout à l'heure sur ses besoins. Est-ce qu'il a encore besoin de trouver de nouveaux producteurs? J'aimerais que vous puissiez nous dire concrètement ce que vous proposez avec votre collègue sénateur pour aider justement à l'installation de nouveaux et jeunes ou pas producteurs, mais en tout cas pour créer plus de surface. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Ça va être des aides? C'est les collectivités qui achètent les terrains? Quelles sont les solutions que vous proposez dans le rapport? Oui, pour qu'il y ait davantage de jeunes
agriculteurs qui puissent s'installer, bien sûr, le premier obstacle, c'est le foncier. Donc là, nous avons travaillé beaucoup avec la SAFER, puisque la SAFER a un rôle prééminent pour pouvoir justement préempter des terrains lorsque ceux-ci sont mis à la vente et pour permettre à des jeunes de s'installer. Donc ça, c'est un travail à faire avec les collectivités territoriales, parce que c'est la collectivité territoriale qui a la main aussi sur le classement des terrains dans les plans d'occupation des sols. Et donc, il s'agit d'être vigilant et de convaincre, mais je crois que les collectivités sont là, de ne pas déclasser des terrains agricoles pour les mettre en terrain à bâtir, parce qu'il y a une forte demande, il y a une réalité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est donc se faire accompagner par la SAFER et faire que la SAFER accompagne les jeunes qui vont s'installer pour que ces jeunes-là aient conscience de ce vers quoi ils s'engagent. Parce qu'il ne s'agit pas de lancer des jeunes dans des aventures qui, au bout de 6 mois, 1 an, s'avéreraient désastreuses pour eux. Mais j'ai eu une audition très récemment avec la SAFER qui est très étonnée et très satisfaite du nombre de demandes de jeunes qui sont soit en reconversion professionnelle, soit ont cette conscience poussée de vouloir faire une agriculture, je dirais, raisonnée ou bio, et qui donc sollicitent la SAFER pour s'installer. Donc, nous avons, moi j'avais un peu de crainte de savoir s'il y aurait les jeunes en face ou des personnes qui sont en reconversion. Elles sont là, nous en dit la SAFER. Donc, il faut les accompagner, bien évidemment. Et deuxièmement, il faut que les collectivités territoriales soient associées pour que dans leur plan d'occupation des sols, elles ne déclassent pas des terrains agricoles en terrains à bâtir, ce qui nous priverait justement de cette possibilité. On a bien compris. Benjamin Quirache, vous voyez au pied du chef, si je puis dire. On a beaucoup parlé de ces gens qui se sont retrouvés confinés, qui avaient envie de changer de vie. Alors évidemment, il est trop tôt pour voir s'ils sont installés en Nouvelle-Aquitaine pour faire pousser des légumes ou autre chose. Mais en tout cas, vous avez l'air de dire que oui, il y a une nouvelle génération de producteurs et vous les connaissez, vous les rencontrez. Oui, ouais, c'est un mouvement de fond quand même, mais qui est pas apparu que depuis le Covid, quoi. Nous, on l'a vu évoluer ces 10 dernières années très largement. Les producteurs bio d'il y a 10 ans sont pas les mêmes producteurs bio qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive avec des gens qui sont souvent en reconversion, qui ont structuré un peu et qui ont pensé leur projet. On a des gens solides les dossiers sont, je trouve, aboutis, et on a un vrai mouvement de fond. Est-ce que le Covid a accéléré cette chose-là? Je suis bien trop tôt, moi en tout cas, pour pouvoir le dire. On a senti quand même, on a eu 2-3 coups de fil aussi pendant le Covid, pour nous solliciter un petit peu pour l'après-Covid, savoir comment on travaillait, et c'est un mouvement de fond, je pense. Je pense qu'il faut bien les accompagner parce que c'est compliqué. Je pense qu'il y a encore des aides qui doivent être peut-être réorientées parce que le plus dur, c'est le début, en fait. Le plus dur. Dites-nous, parce que là, il y a une sénatrice qui est prête à les aider. Donc, c'est le moment d'être précis. Non, mais je suis pas producteur, donc voilà. Mais vous pensez qu'il n'y a pas assez d'aide au lancement? En fait, le problème, c'est les 3 premières années où ils vendent leurs produits qui sont en conversion, donc ils peuvent pas le vendre au prix du bio. Et ils sont obligés de vendre au prix du conventionnel, sauf que des efforts bio. Aujourd'hui, quand on produit et qu'on est en conversion, les coûts sont les mêmes qu'un coût en bio. Et ces 3 premières années sont un petit peu compliquées, quoi. Françoise Cartron, c'est un élément que vous avez entendu, ça, pendant les auditions? Oui, mais alors ce que je dis aussi, c'est qu'on n'a pas du tout évoqué l'Europe. Or, l'Europe a un rôle éminent dans le cadre de ces aides et de la PAC. Et nous, ce que nous préconisons dans le rapport, c'est une réorientation des aides de l'Europe qui n'aille plus à la surface, puisque vous le savez, c'est plus on a d'hectares, plus on a d'aide de la part de l'Europe, mais qu'on prenne en compte ce qu'on appelle le service rendu à l'environnement par l'agriculteur, c'est-à-dire sa manière de cultiver avec moins d'entrants, moins de pesticides, en se réorientant vers la production de légumineuses pour aussi donner une autonomie d'approvisionnement à notre pays, et bien que la PAC prenne en compte ce qu'on appelle le service rendu à l'environnement et puisse donc accompagner les agriculteurs dans cette démarche et dans cette reconversion,
parce qu'aussi nous avons reçu des représentants d'agriculteurs qui sont prêts à faire cette conversion, mais qui demandent à être accompagnés et à être accompagnés avec, je dirais, entre guillemets, un contrat au moins sur 3 ans pour qu'ils aient de la lisibilité et de l'assurance. Donc il faut agir à la fois au niveau du gouvernement, mais on ne peut pas parler d'aide agricole sans parler du rôle éminent de l'Europe et de la PAC. Justement, Françoise Cartron, vous nous l'avez bien expliqué tout à l'heure, vous avez commencé ce travail avant l'arrivée du Covid, il a été, entre guillemets, percuté par le Covid. Est-ce qu'il y a une volonté d'accélérer maintenant que le rapport est fait? Est-ce qu'il y a des choses concrètes dont on est en train de parler là, comme de projets, qui pourraient être accélérés par le Covid? Eh bien oui, 2 choses. Alors nous avons eu un débat au Parlement, au Sénat, mardi dernier, où donc il y avait le ministre de l'Agriculture. Bon, certes, il est changé. L'ancien ministre de l'Agriculture, donc. Voilà, celui qui était en place au 30. Donc, il a rendu vraiment hommage à ce rapport très fortement. Il a retenu justement les 2 mesures, enfin, il y en a beaucoup, mais alors les mesures financières fortes, à savoir ce chèque alimentaire qu'il va falloir travailler et décliner. Mais j'ai vu qu'il était repris à la fois par les travaux de la Convention pour le climat, Oui. Il est repris, je l'ai entendu, même par le président de la République. Donc j'ai bon espoir de pouvoir progresser, de pouvoir arriver à la déclinaison concrète. Et puis, j'ai eu un dialogue avec Pascal Canfin, qui, donc, vous savez, est le député européen qui est président de la Commission de l'environnement à l'Europe et qui aussi pousse cette reconversion des aides européennes pour que ça soit non plus et que ça ne favorise pas toujours des exploitations plus grandes, plus consommatrices d'espace, mais que cela revienne vers des pratiques agricoles vertueuses, en particulier pour l'environnement et au bout du bout pour la qualité des produits qui sont cultivés. Donc vous avez bon espoir qu'il y ait un coup d'accélérateur grâce au Covid? Alors, il y a 2 choses. Il y a un coup d'accélérateur grâce au Covid et grâce aussi à la Convention citoyenne par rapport au changement climatique qui a repris, enfin qui a pris, on a été en phase finalement, on travaillait en parallèle, mais on est arrivé aux mêmes conclusions. Donc je pense que plus de voix qui viennent de différents horizons et qui convergent vers les mêmes propositions de solutions, j'ai bon espoir que justement on débouche concrètement. Oui. Alors, au-delà de ce débat qu'on est ravis d'animer ici avec Sud-Ouest et TV7, on va porter une autre voix dans ce joli panier de marché. C'est une voix qui porte en ce moment. C'est un 3 étoiles Michelin, c'est Christopher Coutenceau. Il est étoilé depuis de nombreuses années, mais il a eu sa 3e étoile en janvier dernier. C'est un militant. Il se présente comme cuisinier pêcheur. On est allé le rencontrer. Il ne pouvait pas être avec nous ce matin parce qu'il est sur un tournage et on regardera ça sur une chaîne concurrente sur France 3 dans Déraciner des ailes. Il avait une équipe pendant que nous on est en train de faire cet entretien. Christopher Coutenceau qui nous explique qu'il n'est pas très optimiste d'ailleurs sur l'évolution de certains de ses collègues restaurateurs par rapport au bien manger et surtout au bien acheté. On le retrouve tout de suite. Bonjour Christopher Coutenceau. Bonjour. Bonjour. En 2018, on vous avait suivi avec Sud-Ouest, vous étiez à la Criée de La Rochelle et j'ai pris une phrase, vous disiez « Je m'adapte à ce qui arrive sur le marché pour cuisiner ». Est-ce que vous avez l'impression, après le Covid, d'être un peu moins seul à vous soucier de cet aspect achat local? Pas du tout. Toujours peu nombreux le matin à la Criée. Et je pensais justement que ça allait toucher beaucoup de professionnels de la restauration, enfin professionnels, on va dire entre parenthèses, bien sûr. Et beaucoup de restaurants et du coup, non, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Est-ce que là-dessus, puisqu'on va parler de ça pendant tout ce débat et qu'on a commencé, est-ce que vous pensez que c'est toujours le problème du prix ou c'est une question de volonté? Non, mais je pense qu'il faut arrêter avec le prix. Comme je dis toujours, demain, vous achetez 1 kilo de tomates de serre ou 1 kilo de tomates de pleine terre sans produit. Vous faites un concassé de tomates. Avec la tomate de serre, il va vous en rester 200 grammes. Avec la tomate de pleine terre, il va vous en rester 700 grammes. Sauf que le prix au kilo ne sera pas 3-4 fois plus cher.
Donc non, je pense que c'est tout simplement une question de facilité et aussi de pouvoir travailler d'autres produits un petit peu moins connus. Évidemment que le bar, le turbo, si on parle de poisson, sera cher, mais il n'y a pas que ça. La vieille, par exemple, la vieille sauvage va coûter 4-5 euros du kilo. La sardine va coûter 3 euros du kilo. Le maquereau, de la même façon. Donc non, je pense que beaucoup de restaurateurs aujourd'hui vont dans des centrales pour acheter poisson, viande, épicerie, huile et, et beaucoup moins tôt le matin. Alors justement, vous parlez de la vieille, du maquereau ou de la sardine, ça peut faire peur. Alors là, au grand public qui veut cuisiner, vous avez fait l'effort ou pas d'ailleurs, c'est peut-être pas un effort, c'est peut-être un plaisir, de cuisiner en direct sur votre page Facebook pendant le confinement de ce Covid. Qu'est-ce qui vous a pris, quand on a 3 étoiles Michelin comme vous, de donner la recette du gâteau au yaourt ou d'autres choses très simples à faire ? Déjà, c'était continuer à faire plaisir à nos clients. Alors après, on a fait des recettes simples que les gens pouvaient faire à la maison parce qu'évidemment, période de confinement, tout le monde ne pouvait pas avoir tous les produits pour faire des gâteaux plus sophistiqués ou des recettes plus sophistiquées. Donc, je suis parti vraiment dans un état d'esprit de prendre ce qu'on a dans les placards et dans notre frigo pour pouvoir déjà passer un bon moment avec les enfants et puis surtout aussi se régaler. Et comme me disait Monsieur Robuchon, le plus compliqué, c'est de réussir à faire simple. Donc, justement, oui, justement, pour faire simple, est-ce que vous venez de parler des enfants, est-ce que vous faites confiance à cette génération qui arrive pour être plus responsable que nous et tirer les leçons de cette crise du Covid, entre autres, et consommer autrement ? Oui, je pense que la nouvelle génération est quand même attentif à tout ça. Et moi, je le vois beaucoup dans un autre fonctionnement, mais à la pêche. Je vois les jeunes, on va dire de 15, 20, 22 ans, pêchent beaucoup en eau kill, remettent beaucoup de poissons à l'eau et n'en gardent presque plus. Tandis que les anciennes générations faisaient des pêches de poissons et gardaient presque tout, même si la taille était trop petite. Donc on voit quand même qu'il y a un mouvement, une évolution qui se met en place. Écoutez, on va rester sur cette note d'optimisme que nous fournit Christopher Coutenceau, et puis on retrouve tout de suite notre plateau pour la suite du débat. À tout de suite. Retour sur le plateau, effectivement, avec Benjamin Quiras. Je voyais aux anges d'entendre un chef étoilé dire qu'effectivement, c'était quand même plus sympa d'aller chercher ses tomates au bon endroit et qu'on n'allait pas perdre beaucoup d'argent. En quoi ça vous rassure, ce discours ? Non, ça fait du bien entendre. Ouais. Enfin, c'est pas que ça rassure, c'est que moi, je le constate, en fait. C'est surtout ça, c'est que c'est mon métier. Et je vais très concrètement, ce matin à la radio, il y avait une pub sur de la tomate. Je citerai pas l'enseigne, mais c'était 99 centimes du kilo. 99 centimes du kilo, donc on l'a testé cette tomate, et parce que nous en ce moment on a pas bio, D'accord. Pas bio. Et nous on a une tomate en ce moment qui est à peu près à 2,10 ou 2,20 du kilo, mais c'est une tomate cacao un peu noire, c'est sublime. Pour la même quantité de tomates achetées, vous allez faire quasiment, mais on était à 25 à 30% de plus même de produits. Donc, et nutritionnellement, vous en mangiez beaucoup moins. Vous aviez besoin de beaucoup moins manger. Parce que 25% de plus dans le même kilo, ça marche pas. Ouais, mais parce que une fois que vous avez coupé vos tomates, il y a une grosse déperdition. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui s'en vont. Et la tomate qui est pleine de flotte, toute la flotte, elle s'en va. Et alors, si vous la gardez 2-3 heures et que vous finissez par la manger, il n'y a plus rien à manger. Vous prenez une vraie tomate qui va coûter... Alors là, on était à 2 fois le prix. Mais si vous faites le travail véritablement pour la même somme d'argent, vous avez suffisamment mangé avec ma tomate à moi. Donc, la question du prix, finalement, franchement, c'est très complexe, c'est à revoir. C'est pas le prix du produit, ça dépend de ce qu'on a au final dans le corps. En fait, ce qui compte, c'est le prix au bout de 3 heures. Non, mais c'est pour pousser, pour donner l'exemple, mais c'est symptomatique, quoi. Et vous, Madame la sénatrice, parlez des légumineuses. C'est un sujet qui est passionnant et essentiel, les légumineuses. On ne sait plus faire en France les légumineuses, on ne sait plus les cuisiner. Il n'y a que sur ce plateau qu'on dit que c'est un sujet passionnant, les légumineuses. En tout cas, moi, c'est un sujet que je trouve passionnant. Alors pour aller dans le sens de ce
ce que vous dites sur les légumineuses. C'est d'ailleurs la 7e proposition du rapport. Je vais le faire devant la sénatrice. Ça va voir comme ça qu'on a bien lu le texte. Il s'agit d'encourager les dispositifs de contractualisation au sein de la filière, ce qu'on disait tout à l'heure, Madame la sénatrice. Je vais revenir vers vous, Mélanie Deschazos, parce qu'on vient d'entendre le chef, au-delà du fait qu'il a fait plaisir à Benjamin Quiras en disant que c'était mieux d'acheter des bonnes tomates pour ne pas avoir de déperdition d'eau. Il a surtout parlé d'une nouvelle génération. Est-ce que vous pouvez observer, vous, statistiquement parlant, qu'il y a des différences générationnelles par rapport à l'achat des bons produits, ou est-ce que c'est partagé ? Alors, on va effectivement. Nous, ce qu'on a pu voir en tout cas pour notre étude sur le Covid, c'est que c'était plutôt finalement, les personnes plutôt plus âgées avaient tendance à rester stables dans leur profil alimentaire, alors que des personnes, donc quand on dit plus jeunes, c'est globalement, en dessous de 50, en dessous de 50 ans, donc on va dire encore actifs, qui du coup avaient tendance plus à modifier en bien ou en mal leurs habitudes. Après, pour ce qui est d'aspect générationnel dans la consommation, je pense qu'on n'a pas fait d'études spécifiquement là-dessus. On pourrait effectivement le regarder et c'est très intéressant. Il y a de toute façon des gros enjeux aux générations actuelles de effectivement essayer de modifier son alimentation, de prendre effectivement de végétaliser un peu, d'essayer d'aller vers des produits peut-être locaux, notamment bio, essayer d'avoir cet aspect de peut-être c'est mieux de cuisiner soi-même plutôt que d'acheter des plats tout prêts, on maîtrise ce qu'on met dedans. Au final, ça reviendra peut-être moins cher, en tout cas à qualité équivalente, c'est sûr que ce sera moins cher que ce qu'on aura trouvé dans le commerce. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et ce que je disais tout à l'heure et ce qui a été dit plusieurs fois, c'est que l'aspect d'éducation finalement nutritionnelle, d'éducation à cuisiner, à montrer qu'on peut faire des choses simples facilement, ça c'est vraiment un très fort enjeu pour améliorer l'alimentation des gens. Justement, le chef 3 étoiles a fait quasi quotidiennement de la mise en ligne de recettes. Ça passe par ces choses-là. Il faut que des gens soient des porte-parole, des étendards pour qu'on puisse partager ça. Je pense que c'est effectivement des initiatives qui sont très intéressantes. Les chefs qu'on a pu voir justement à travers les réseaux sociaux ou à la télé, qui ont proposé des recettes finalement de manière quotidienne aux personnes pour les aider finalement à trouver des idées. Parce qu'au-delà de savoir-faire, c'est aussi finalement les idées au quotidien pour cuisiner. Il y avait aussi une émission il y a quelque temps qui montrait comment faire finalement des plats de bonne qualité nutritionnelle avec un temps relativement limité le soir, donc qui peut être vraiment adapté à la cuisine de tous les jours. Donc je pense que peut-être que certaines personnes ont des idées un peu négatives du fait de cuisiner, qui sont inscrites avec de manière culturelle et historique. On a l'impression qu'il faut vraiment beaucoup de compétences et beaucoup de temps pour cuisiner, et peut-être qu'il faut montrer que c'est pas forcément le cas, et on peut aussi avoir profité des nouveaux outils qui peuvent être disponibles même dans le commerce, pour favoriser les comportements de cuisine. Par exemple, je pense ça peut être des solutions de choses un peu prêtes à cuisiner, on va dire, qui font la première étape. Ça peut permettre aux gens de cuisiner des produits plutôt plus bruts. Françoise Cartron, toujours dans ce fameux rapport qui est très riche, 20 propositions, on ne va pas toutes les passer, mais je voulais en prendre une autre, parce que justement on est dans le sujet, à la fois dans le sujet que Christopher Coutenceau abordait en pariant sur cette nouvelle génération, et puis sur le fait de transmettre. Dans la proposition 18, peu importe le nombre, vous dites qu'il faut une véritable éducation à l'alimentation durable, où on va avoir la dimension nutritionnelle, mais aussi économique, c'est-à-dire apprendre à acheter autrement, et aussi à cuisiner autrement. Alors ça, c'est pareil, c'est très sympa de le lire, mais comment on le met en place? Tout à l'heure, notre invité Benjamin Quiras disait « remettons à l'école des cours et de la pédagogie ». Est-ce qu'on va retrouver ce que certains, peut-être, de nos internautes ont connu, des cours de cuisine au collège? Pourquoi pas des cours, bien sûr. En plus, moi, je vois les jeunes autour de moi, ils aiment ça, cuisiner.
pour peu que dans les familles, il y ait ces moments partagés. Donc, moi, j'ai été très étonnée. Vous voyez, j'ai vu mes petites filles adorer faire la cuisine et se lancer, voilà, dans des recettes, voilà, avec beaucoup de plaisir. Donc, je pense que oui, mais je pense aussi que, vous voyez, c'est dans les communes, je le redis, dans les communes, il y a des associations. Vous avez des associations pour faire du macramé, de la couture, je ne sais quoi. Eh bien, je pense qu'il pourrait y avoir ce même type d'atelier, ce même atelier cuisine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu des périodes où, et moi-même, quand j'étais maire d'Artigues, il y a eu des moments où dans l'année, mettons, on peut lancer le concours de la meilleure soupe. Et Oui, on ça marche invite encore, oui. oui, on invite les habitants à venir faire la recette qu'ils connaissent, peut-être la recette de leur enfance, dégustation et on partage. Et ben, je crois qu'au niveau voilà, au plus près des territoires, dans les communes, il pourrait y avoir ce genre d'initiative qui ponctuellement eh bien, permettent aux habitants, il y a ce côté un peu émulation, il y a ce côté vouloir faire partager une recette qu'on garde de son enfance, il y a ce côté innovation, on fait goûter, on partage, il y a voilà, il y a du vivre ensemble, comme on dit, il y a du plaisir, parce que manger, c'est quand même aussi, avant tout, partager un moment de plaisir avec d'autres. Et donc, je pense que ce sont ces moments-là qu'il faut remettre un petit peu dans des politiques publiques de proximité, parce Et concrètement, en que tant que sénatrice, est-ce que vous pouvez demain proposer qu'on impose ou qu'on propose au plus grand nombre des cours? alors, vous avez bien repris le mot, on ne peut jamais imposer, hein. Ah, Il reproposer. faut proposer. Voilà. Bon, Ok. il vaut Mais on mieux peut le proposer. proposer. Mais, vous voyez, moi, ce que je pense aussi, c'est au collège, il y a aussi le hors temps scolaire. Oui. Et d'ailleurs, il y a eu une période où j'étais très impliquée sur des ateliers de rythme scolaire après l'école. Je pense que voilà le type. Et d'ailleurs, quand avait été mis en place cet aménagement du temps de l'enfant, il y avait justement des ateliers cuisine. Parce que dans tous les collèges, dans toutes les écoles, il y a une cuisine. Donc, le matériel est là. Donc, on peut tout à fait, hors temps scolaire, dans les moments d'animation, eh bien, mettre des ateliers cuisine pour que les enfants s'exercent à cette pratique. Ils sont très fiers de ramener ce qu'ils ont fabriqué. Ils sont très fiers de le discuter en famille. Et c'est comme ça, je crois, qu'on fera bouger les choses. C'est vrai que les enfants, les jeunes sont un très bon vecteur pour qu'on puisse faire bouger un petit peu les pratiques dans les familles. Très bien, merci. Une autre pratique avec Mélanie Deschazos, et on n'est pas que sur l'alimentaire, je pense qu'il faut en parler. On est encore dans le rôle des élus. On a vu que les maires écologistes avaient fleuri, sans jeu de mots, dernière municipale. Vous invitez à préconiser le développement des conditions de la marchabilité. Le mot n'est pas forcément très facile à prononcer, mais on sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous pensez qu'il faudrait aider de plus en plus les gens à marcher. Et ça va être l'après-Covid. On a vu l'intention et l'intérêt qu'avaient eu les gens avec cette fameuse dérogation pour activités sportives, et la marche en faisait partie. Ça veut dire que vous dites aujourd'hui, profitons de ce qui s'est passé pendant le Covid pour continuer à dire aux gens de faire de l'effort physique et un petit peu de gym, c'est ça ? C'est ça, en fait, c'est toujours pareil. C'est que quand on parle de comportement donc alimentaire ou d'activité physique, il y a finalement les choix au niveau personnel et il y a ce que l'environnement nous encourage ou nous permet de faire. Donc, quand je parle de marchabilité, c'est une traduction un petit peu barbare d'un terme en anglais qui lui-même n'est pas forcément très simple. C'est l'idée de finalement avoir suffisamment d'espaces piétons, d'espaces verts, permettre la sécurité de ces espaces également pour pouvoir justement permettre de marcher en fait d'un point A à un point B, de ne pas avoir besoin de prendre un véhicule parce qu'il n'y a pas de trottoir, parce que la distance est trop longue à parcourir entre les points d'intérêt. Donc, c'est ce type de mesures qui favorisent la marche finalement sans y penser, encore une fois. En fait, toutes les mesures qui permettent aux gens d'améliorer leur comportement sans avoir à faire
trop d'efforts ou sans trop y penser, c'est bon à prendre. Ça peut être aussi, il y a des propositions qui ont été faites, par exemple, d'indiquer les temps de trajet entre 2 stations, par exemple, de métro ou de bus, qui permet de peser finalement le temps d'attente versus le temps que ça va nous prendre de marcher de là où on veut aller. C'est ce genre d'information, finalement, d'indiquer les escaliers. Voilà, tout ce type d'environnement peut permettre aux gens d'améliorer leur comportement, encore une fois, sans trop y penser. Est-ce que vous pensez justement que cette période du Covid, et là aussi c'est un peu comme l'alimentation, va pouvoir faire perdurer les bonnes habitudes, ou est-ce que vous êtes plutôt pessimiste ? Alors, en termes d'activité physique, ça dépend, parce que forcément, l'activité physique a été très impactée par le confinement, et notamment tout ce qui va être activité physique, parce que quand on pense activité physique, on pense souvent à l'activité qu'on appelle activité de loisir, alors que l'activité physique, c'est aussi tout ce qui est l'activité de transport, ou quand on va au travail, on marche, on prend le vélo, on va ce type d'activité, et c'est finalement ce type d'activité qui a été très impacté par le confinement, puisque pour le loisir, il y a des personnes qui ont pu faire du sport un peu à domicile, même si c'était plus compliqué. Il y a des plateformes en ligne qui ont fait des cours de sport, etc. Donc, voilà. Après, l'activité physique a été très, très impactée. Donc là, l'idée, c'est finalement, oui, il faut que les personnes puissent se remettre au sport maintenant que les infrastructures sont de nouveau disponibles. Après, si je suis pessimiste ou pas, en tout cas, j'ai de grands espoirs que effectivement, les personnes se remettent à faire l'activité physique dont elles avaient l'habitude. Et peut-être que certaines personnes, peut-être qu'elles se sont mises à la course pendant le Covid et qu'elles vont continuer cette activité, ou peut-être de faire du sport à la maison et qu'elles vont le continuer aussi. Très bien, on va mesurer ça dans les mois qui viennent, puisque c'est que le début de cet après-Covid. Françoise Cartron, à l'heure de conclure ce débat, quand est-ce qu'on peut se donner rendez-vous pour voir si 2 propositions de ce fameux rapport auront vraiment été prises en compte et auront été appliquées ? Quel est le calendrier, à votre avis ? Je n'ai pas envie qu'on plaisante avec le rythme des sénateurs, mais plus sérieusement, quel est le calendrier qu'on pourrait appliquer à vos propositions ? Mais vous avez vu que sur le rythme, on est capable d'accélérer et même d'être en avance parfois. Bon, fin de plaisanterie. Moi, j'espère que dès le mois de septembre, justement, nous aurons, puisque le gouvernement doit présenter sa nouvelle feuille de route. Moi, j'ai entendu le président de la République dire qu'il allait falloir changer des choses. Eh bien, voilà, moi, je dis chiche, là. Il faut changer des choses, là, par rapport à notre environnement, à notre alimentation, à nos pratiques. Donc, j'attends de voir comment on peut mettre en pratique ce chèque alimentaire. Ça sera l'objet de discussions, je crois, dans le prochain projet de budget, le fameux projet de loi de finances, que nous examinerons à partir du mois de septembre-octobre. Et de la même manière, les négociations sur la PAC sont en cours. Et donc, tout ça, j'espère que d'ici la fin de l'année, on pourra voir 1 ou 2 avancées très concrètes. Après, les projets de territoire, moi, je le vois déjà, les communes nous contactent et les nouvelles équipes pour réfléchir comment les mettre en place. Donc ça demande un peu de temps, mais la réflexion doit se lancer et je vois beaucoup de communes qui sont prêtes. Et puis l'éducation, alors là, je veux dire que là aussi, c'est de l'ordre des communes parce que l'éducation nationale, changer des programmes ou donner des instructions, je connais bien, c'est long. Donc, passons là encore par les collectivités, les ateliers périscolaires et mobilisons les jeunes sur ce qui se passe les mercredis, le soir après l'école, et faisons des ateliers cuisine comme ça un peu partout. Rendez-vous est pris, on a bien compris que ça sera la rentrée. Benjamin Quiras, c'est l'heure de conclure. Est-ce que vous vous sentez moins seul après ce Covid d'entendre toutes ces propositions, ces statistiques plutôt positives ? Et est-ce que vous dites, on a eu raison un petit peu avant tout le monde, et surtout, au-delà de la satisfaction, est-ce que vous vous dites, ouais, ça y est, ça va peut-être encore et encore plus se développer ?
Je me suis jamais senti seul, parce que dans notre milieu, quand même, on est assez nombreux, et puis pas depuis 2-3 mois, donc Je crois savoir quand même que l'essor des magasins, c'est plutôt 2015-2016. Ouais, voilà, oui, à peu près, ouais, ça, on a accéléré un tout petit peu pendant ces années-là. Non, moi, je suis simplement satisfait de voir que simplement, c'est un phénomène structurel qui a beaucoup. Enfin, il reste beaucoup de choses à faire. Les pouvoirs publics, je pense, s'en rendent compte véritablement. Et oui, je pense qu'il y a des vraies prises de conscience. Et surtout nous quoi, les consos, les gens, je trouve que oui, ça prend quand même au sein de la société. On l'a vu il y a pas longtemps. Je pense qu'on est plutôt plus avancé aujourd'hui qu'il y a 10 ans, si c'est la question. Oui. Après, il en reste tellement à faire et que il y a de l'avenir. Hein. Enfin, il y a du boulot. Voilà. On vient de se donner rendez-vous avec la sénatrice pour septembre. On vous donne rendez-vous aussi en fin d'année. On fera un bilan. Merci à toutes, merci à tous d'avoir suivi cette table ronde autour de l'alimentation post-Covid. Merci à Amélie Deschazos, merci à Madame Cartron, sénatrice de la Gironde. Merci à vous, Benjamin Quiras. Et puis un petit merci par vidéo aussi au chef Christopher Coutenceau qui avait témoigné sur l'attachement que vous avez toutes et tous à ce qu'on essaye de mieux et de mieux en mieux manger à l'avenir. Bonne fin de journée.